écoutez le podcast de Collection Miwa. Bienvenue sur le podcast de Collection Miwa. Je suis aujourd'hui en Alsace accompagné de Sylvain Sester, photographe et auteur du livre La vie est belle. Bonjour Sylvain. Bonjour Julien. Alors habituellement je prépare une petite présentation pour les photographes et ces derniers me corrigent si je dis des bêtises. Mais je dois avouer qu'on est déjà pendant les fêtes de Noël et que je me suis mis un peu en mode vacances. Et de deux, quand j'ai cherché un peu quel genre de photographe tu étais, quel était ton parcours, tout ça a été complètement évincé sur le net par la sortie de ton livre La vie est belle et je n'ai pas eu beaucoup d'informations. Donc la première question est, Sylvain, qui es-tu ? Je suis photographe voyageur, c'est-à-dire que ça fait une vingtaine d'années que je voyage à travers le monde. Alors je ne sais pas si je suis plus photographe ou plus voyageur, c'est une des particularités. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc je cherche les rencontres, je fais de la photo humaniste, humaine, je cherche les rencontres, rencontrer les gens, je cherche des endroits encore pleins d'authenticité à travers le monde. Je cherche vraiment des endroits où je peux aller à la rencontre des gens. J'aime beaucoup la citation d'Alexandra David-Néel qui dit « Voyager sans rencontrer l'autre, ce n'est pas voyager, c'est se déplacer ». Je m'en suis fait aussi par un principe, mais c'est vrai que je n'imaginerais pas de voyager à travers un pays sans aller à la rencontre des gens. C'est ma première priorité. Je cherche donc des pays ou des endroits remplis d'authenticité. Comme tout voyageur, au départ, on s'éparpille un peu peut-être et donc on parcourt différents pays pour ensuite s'orienter vers des endroits qu'on apprécie, où on a fait des rencontres et on essaie de revenir à ces endroits-là. Je citerai en premier lieu Madagascar. C'est un pays que j'apprécie beaucoup, où les gens sont excessivement ouverts, un pays qui est assez pauvre, mais où les échanges sont énormes. Et puis après, il y a des pays que j'apprécie par rapport aussi à leur religion, la Birmanie ou l'Inde, où le bouddhisme ou l'hindouisme sont excessivement présents et qui donnent aussi une certaine ambiance, atmosphère au voyage. L'Inde du Nord, où j'ai été dernièrement, l'Inde du Nord-Est, où le bouddhisme aussi est très présent, très près du Tibet. Qu'est-ce qu'il y a encore comme pays ? Il y a un pays aussi qui m'a beaucoup étonné, c'est le Venezuela. Alors c'est un pays un peu atypique au niveau de la fréquentation, mais c'est vrai qu'il y a des endroits comme le delta de l'Orénoque où on va à la rencontre des Indiens, et où on trouve encore excessivement d'authenticité, où les échanges sont assez faciles et excessivement agréables. C'est ton métier ou tu as exercé une autre profession ? Non, j'ai exercé une autre profession. Quand je parle, alors je ne l'exerce plus actuellement, et donc depuis que j'ai édité mon livre, je me consacre pleinement à la photo et au voyage. Après, c'est vrai que le voyage actuellement, en cette période de pandémie, il est limité, mais il permet aussi un peu de se poser des questions sur l'intérêt ou la priorisation des voyages. Mais dans un premier temps, effectivement, j'ai eu tout au long de ma vie une profession, et je travaillais dans l'industrie chimique je suis en Alsace, mais je travaillais en Suisse dans une entreprise d'industrie chimique, et en fin de compte, je consacrais l'ensemble de mes temps libres à voyager. Ça veut dire que j'ai voyagé au minimum 2 fois par an sur mes congés, et donc 2 fois par an, ça veut dire 2 destinations par année durant 15 à 20 ans. Ouais. D'accord. Tu voyageais avec ton épouse, tu me disais tout à l'heure hors micro. Tu peux nous parler un peu un voyage en particulier qui t'a marqué ou touché plus que les autres ?
Oui, peut-être. Bon, il y a des voyages quand on parle de la rencontre de l'autre. Disons, au niveau de la façon de voyager, j'ai différentes façons de voyager. Vu que j'avais une activité professionnelle et que je suis avec mon épouse et qu'on pouvait ou je pouvais difficilement m'imaginer que mes congés ou que nos congés on se sépare et que je parte faire de la photo, on a trouvé un très bon compromis qui était de dire on voyage ensemble et on cherche dans le voyage après à chacun avoir ses plaisirs. Et donc au niveau de la manière de voyager, c'était de se dire on passait soit par des organismes de voyage humanitaire ou de voyage proche des gens. Je ne veux pas faire de la pub, mais il y a Youans qui fait des choses comme ça, Croque Nature, qui est une agence de tourisme équitable. L'intérêt de ces agences-là, c'est que ils cherchent vraiment à vous contenter par rapport à la proximité des gens. Ils vous emmènent vraiment. Ce qu'on cherchait, c'était du logement chez l'habitant. Et donc, il y a des voyages comme ça au Népal, en Mongolie ou en Inde, où on a eu, grâce à cette manière de voyager, des possibilités d'être en contact très proche des gens. Si je prends la Mongolie avec Arun Zaya, c'est une petite fille qui se trouve en couverture de mon livre. C'était un voyage extraordinaire où quelque part on avait marché le matin et puis après on avait toute l'après-midi à passer dans une famille au milieu de nulle part. Le lendemain, des fois, moi je restais dans cette famille, je participais aux travaux je coupais du bois, on montait une yourte, on buvait de la vodka, je partais en moto avec le gamin de la famille. Et ça, c'est vraiment des choses qui me contentent plus que tout. C'est-à-dire que, indépendamment de la photo, on en fait ou on n'en fait pas. Il faut que je me sente en immersion. Il faut que je me sente loin de tout pour me sentir bien. Et quelque part, ça me permet aussi après d'aller vers les gens et la photo suit. Et je ne fais, entre guillemets, de la belle photo que si je me sens vraiment en immersion et si je me sens près des gens. J'ai aussi une manière de faire la photo qui est, je fais pas de street photo, il m'arrive de faire du reportage, on pourra en parler tout à l'heure sur des sujets de prédilection que j'ai, mais ce que j'apprécie avant tout, c'est de faire du portrait posé en voyage. Ça me permet effectivement d'aller vers les gens, d'avoir entre guillemets un prétexte d'aller visiter les gens. Quand j'y vais avec mon appareil photo, ça veut dire effectivement je viens vous voir, mais je viens vous voir aussi avec l'idée que je suis photographe et ça me permet aussi d'aller vers les gens. Et donc, à un moment donné, on trouve un moment pour faire un portrait posé. Donc je fais pas mal de photos dans ce genre-là, même en me baladant à Calcutta par exemple. Bien sûr que je fais de la photo quand on est à Calcutta, un peu de street photo, mais j'essaie de rencontrer des familles. Me permet d'aller dans les maisons et puis d'aller vers les gens et d'aller faire à un moment donné du portrait posé. Ouais. Alors tu nous disais que tu partais en voyage sur tes congés, donc j'imagine que ça devait pas non plus être des périodes très longues de plusieurs mois. Comment tu procèdes pour pouvoir accéder à une famille ou pour pouvoir faire des portraits posés, t'intégrer oui, pour t'intégrer dans une famille et pouvoir faire des photos comme ça? Tu travailles tout seul? Tu utilises les services d'un guide ou Ouais, alors habituellement, j'ai toujours ou très souvent, j'ai un accompagnateur. Et donc, ça permet effectivement d'aller plus facilement vers les gens. Alors, quand je dis très souvent, j'y réfléchis en même temps, quoi. Hein. Mais c'est vrai qu'on a souvent un accompagnateur, mais la plupart du temps, j'aimerais quand même
soit je me retrouve effectivement par l'intermédiaire du voyage que je fais, je me retrouve proche de la population. Hein. Quand on fait un voyage avec logement chez l'habitant, ben, naturellement, on se retrouve en Inde du Nord-Est ou au Ladakh, on se retrouve dans des villages et tout à fait intégré auprès des gens parce que l'accompagnateur vous a mis en contact et vous a permis ce contact. Hein. Mais l'autre point, ce que j'apprécie aussi par-dessus tout, c'est de me retrouver, je sais pas, je prends l'exemple en Inde, c'est de partir le matin et de prendre éventuellement soit à pied à Calcutta ou dans une ville, soit de prendre un taxi et d'avoir deux ou trois objectifs. Hein, des points, et puis de me laisser perdre dans des villages, de me laisser perdre dans des villes. Si je prends l'exemple d'une ville que j'adore, ce qui est Bénarès, Varanasi en Inde, qui est la ville la plus étonnante que j'ai pu visiter. Ce que j'adorais, Bénarès, bon, bien sûr, il y a le Gange, hein, et donc il y a tous ces pèlerins qui cherchent à aller à Bénarès et qui cherchent à aller faire leur pèlerinage au bord du Gange. Et donc le matin, c'est incontournable, il faut se promener au bord du Gange, mais après il y a la journée, quoi, hein, et la journée il fait chaud et tout. Et donc à Bénarès, il y a une partie de ville qui est la vieille ville où il y a quasiment pas de touristes qui y vont, et moi je partais systématiquement dans la vieille ville. J'avais mes points data, si je prends Bénarès par exemple, c'est ma manière de faire, je partais, il fallait que je me perde. C'est-à-dire que j'étais perdu, mais vous n'êtes jamais très bien perdu à Bénarès, vous savez où est le Gange, vous savez où est la principale, mais il faut que je me sente perdu pour apprécier le voyage. Et quand je partais le matin, après avoir été au Gange le matin, quand je partais, j'avais mon rendez-vous systématiquement. Le premier jour, j'avais rencontré une famille, c'était à, je sais pas, 300 mètres de mon hôtel. Et puis tous les matins, je partais, alors j'achetais des cacahuètes, j'achetais des petits pains, j'achetais des beignets. Et puis j'arrivais dans cette famille à 9h du matin, et puis on buvait un thé ensemble. Ils savaient que je venais, il y avait des enfants, il y avait la famille, il y avait le grand-père, et puis il y avait des chèvres sur la petite place. Et tous les matins, il y avait cet arrêt indispensable où on passait un moment ensemble. Des gens qui ne parlaient pas anglais, donc on a du mal à communiquer, mais on se sentait bien ensemble. Hein. Et donc pour moi, c'est ce plaisir d'aller me perdre dans la vieille ville de Bénarès, quoi. Donc c'est au niveau de la manière de voyager, c'est vrai que j'apprécie d'avoir une certaine organisation pour me permettre d'aller au contact des gens, de passer la nuit chez les gens, ce que vous ne pouvez pas faire facilement si vous partez en routard, quoi, hein. Mais l'autre côté, c'est de se dire la journée, ma manière de faire de la photo, ou ma manière d'apprécier le voyage, c'est vraiment d'aller me perdre, de me sentir perdu dans un endroit, quoi. En fait, quand tu te déplaces dans un pays, tu ne vas pas vers les principaux points à voir. Tu préfères voyager lentement, rester au même endroit. Et le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était l'immersion. Et donc te mettre en immersion. Ouais. Alors, comment les familles dans lesquelles tu passes des moments où les gens que tu rencontres prennent ta démarche? Tu n'as jamais... tu es accepté, tu n'as jamais de soucis, tu dois t'expliquer ou ça se fait naturellement Ouais, c'est souvent... Alors, dans mon parcours de photographe, j'adore exposer. J'adore aller en expo. Ces dernières années, j'expose pas mal, entre 10 et 15 fois par an. Pourquoi j'adore exposer? J'adore exposer parce que j'adore aussi d'aller à la rencontre des gens, à la rencontre du public, et j'ai souvent cette question. Hein, quand on voit mes photos, c'est vrai que mon livre, La vie est belle, c'est un peu une ode au bonheur, au sourire, à la joie, aux émotions. C'est quasiment sur toutes les photos, c'est un regard capturé et c'est un regard très naturel, c'est la vie, simplement, quoi, hein. Et donc, souvent, la première question qu'on me pose, c'est, basiquement, c'est souvent, est-ce que vous demandez aux gens si vous voulez les photographier, quoi. Et puis, au début, j'étais surpris par cette question parce que, quelque part, ma démarche, elle est pour moi tout à fait naturelle, quoi, hein. Et à un moment donné, je me rends compte que j'y vais avec proactivité, je dirais, et passion.
C'est-à-dire que je vais à la rencontre, quand je disais tout à l'heure, je vais vraiment, il m'arrive d'aller toquer aux portes, et même pas de toquer aux portes, de pousser une porte et de rentrer, d'aller entendre des gens chanter à l'étage et de rentrer au rez-de-chaussée et puis d'avoir personne au rez-de-chaussée et de crier ouh, et d'essayer de créer cette rencontre. Et je peux vous dire que, allez, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais je ne m'en souviens pas. Il y a quasiment jamais de refus ou jamais même de contrariété. C'est toujours un accueil qui est excessivement étonnant. C'est-à-dire que j'aimerais dire que, bien sûr, il faut avoir l'attitude, il faut être humble, mais il faut y aller proactivement. Les gens ont un plaisir de partager et de rencontrer, un plaisir de rencontre. Il ne faut surtout pas y aller à reculons. Et ça, c'est quelque chose, j'y suis jamais allé à reculons. Je crois que si on fait les choses à reculons, quelque part, on n'est pas accueilli normalement, quoi. Il faut y aller avec passion. La passion, bien sûr, ça ne se décrète pas. Je suis passionné de voyage, donc il faut y aller avec passion, envie. Et des fois, je dirais même que je dois avoir des phéromones qui se dégagent. Parce que quand je me rends compte, effectivement, par exemple, ta question, c'est de dire est-ce qu'il y a... Non, il y a rarement des refus. Et souvent, est-ce que la passion se lit sur un visage ? Ça se lit certainement sur un visage, mais aussi ça se sent, indépendamment peut-être du visage et ainsi de suite. Il y a des choses qui font que les gens se rassemblent facilement. Et je crois que c'est un peu ça, disons, quand on se cherche photographe, ou quand on cherche un peu les qualités, les petites qualités qu'on peut avoir, et donc je pense que c'est quelque chose qui m'a orienté vers ce type de photo, photographier la vie. C'est parce qu'effectivement j'ai cette capacité d'aller vers les gens et de les voir vivre et de les demander à poser, de demander aux gens de poser pour une photo. La photo, les gens se sentent à l'aise et posent facilement, et le portrait est assez joli souvent, quoi. Et je dirais que la passion, j'aimerais rappeler je me rappelle, c'était peut-être un des premiers voyages importants. J'étais parti, je pourrais parler un peu de mes débuts en Thaïlande, on pourrait en parler, mais 2 ou 3 voyages après, j'étais allé à Pondichéry en Inde du Sud, et donc je me rappelle, j'étais passé la nuit à l'hôtel, quoi, et je savais que le lendemain matin, j'avais mis le réveil à 5h30 le matin, parce que je veux effectivement profiter du soleil aussi du matin, même si je fais du portrait, mais profiter de l'activité que les gens peuvent avoir à 6h du matin. La vie démarre vraiment à 5h30, 6h, et des fois il est agréable même de les réveiller, les gens, de les voir effectivement se réveiller dans la rue, quoi, se brosser les dents, faire leur toilette et ainsi de suite. Vous rentrez dans la vie des gens, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est que je me souviens de la veille de ces journées. J'étais à l'hôtel et j'étais au lit, je voulais m'endormir, et je raconte ça des fois, on a la période de Noël là, et je me rappelle quand j'étais enfant, quand on était à la veille de Noël, j'avais du mal à m'endormir tellement l'excitation était importante. Et ben là, quand j'étais au lit et que j'avais du mal à m'endormir, je me souvenais de ça. Je me disais, tiens, j'ai une telle excitation, j'aimerais déjà être au lendemain pour me lever et aller dans Pondichéry. Et donc, c'est là aussi où je me suis rendu compte qu'il y a autre chose que la photo, qu'il y a la passion du voyage, la passion d'aller vers la rencontre de l'autre, de découvrir l'autre, quoi. Et c'était pas, je me forçais pas, j'étais vraiment excité à y aller, à un point que j'avais du mal à m'endormir la veille. Ouais. Tu te souviens de toutes les personnes que tu as photographiées ? Quand je les vois, oui, bien sûr. Tu te remémores les scènes, les moments Ouais, il y a des... Quand je prends mon livre ou je prends mes photos, dernièrement, j'ai démarré la vente du livre, et je donne cet exemple où j'étais en expo à Épinal, par exemple, et j'ai une dame qui m'a acheté le livre, et ensuite elle était avec sa famille, quoi. On a passé une demi-heure ensemble, quoi. Il y avait la grand-mère, il y avait la fille et la mère. Puis je crois qu'on a fait 6 pages de photos en une demi-heure. C'est-à-dire qu'on paginait le livre,
Et sur chaque page, j'ai une anecdote, soit directe au niveau de la photo, soit une histoire qui vient. Quand on va à la rencontre des gens, vous avez automatiquement chaque jour, vous avez un moment marquant. Je parlais de Bénarès, par exemple, de cette famille que j'allais visiter tous les jours. Je crois qu'elle n'est pas dans le livre, mais il y avait à chaque fois, disons, il y a des gens qui vous rencontrent. Alors ça se passe souvent par les enfants, c'est assez étonnant, quoi, hein. Le premier contact, c'est un peu normal. Souvent, les gens que vous rencontrez dans la rue, c'est des gamins qui jouent, quoi, hein, que vous soyez en particulier en Inde ou à Mada, n'importe, hein. Et donc, et ces gens vous emmènent chez eux, quoi, hein, ensuite, et puis vous emmènent chez eux. Des fois, vous mangez avec les gens, hein, on vous invite à manger. Des fois, je me refusais parce que je faisais attention aussi à l'alimentation et tout ça, mais rapidement, on se retrouve immergé, on se retrouve, ou disons, je me retrouve chez les gens à vivre leur quotidien, où le gamin cherche à me montrer toute sa famille. Ouais, je me rappelle en Inde, une fille que j'ai rencontrée, elle doit avoir 15-16 ans, et puis on a passé toute une après-midi, rien n'était prévu, quoi, hein. Je devais même aller visiter un temple avec d'autres membres du groupe, et puis à un moment donné, je me rappelle l'avoir rencontrée, et quand j'ai dit je m'en vais, quoi, elle était toute catastrophée. Ensuite, elle s'appelait Manju, et donc c'était dans le sud de l'Inde. Je suis retourné donc pour m'excuser auprès de mes amis, hein. Et après on a passé 3 heures ensemble, on a fini dans le dispensaire, on a passé dans 2 villages, on a fini dans le dispensaire de son oncle, où il m'expliquait effectivement comment il soignait les gens. On a fait des séances photos dans les rizières où on avait adopté un chien. Manju me prenait en photo, c'est elle qui se baladait avec mon appareil photo autour du cou. Et puis le soir, on a fini dans sa famille, et puis j'ai retrouvé mon épouse et présenté mon épouse à Manju, à sa famille. Disons, c'était tout des moments, ouais, des moments extraordinaires de rencontres. Et puis à un moment donné, ouais, il y a, ben voilà, si je prends maintenant cet exemple de Manju et cette rencontre et cette balade qu'on a eue, ben il y a 2 photos qui se retrouvent dans le livre. Aucune de Manju, alors que ouais, il y a peut-être de belles photos d'elle, mais il y a un ancien qu'on retrouve dans le livre. Il y a 2 gamins qui jouent dans une rivière le soir, quand les femmes vont à la rivière laver leur lessive, laver leur vaisselle, et en même temps laver les enfants. Ben, c'est des endroits privilégiés qu'on arrive à rencontrer grâce aussi aux rencontres qu'on peut faire, quoi. D'accord. Est-ce que tu te souviens de la toute première photo que tu as faite ? Oui, j'en parle aussi dans ma présentation du livre. Je dis ou j'explique comment m'est venue la passion de la photo et du voyage. La photo, j'aimerais dire que j'en fais depuis que j'ai 20 ans. Et puis après, à un moment donné, on lâche la chose, on veut plus s'équiper d'un matériel réflexe trop compliqué, on cherche du voyage, on a soi-même des enfants, on part de destinations moins lointaines, quoi, hein. Et puis, à un moment donné, on est reparti, et on est parti à un endroit qui est pas un endroit très authentique ou excessivement authentique comme peuvent être Madagascar, des endroits reculés de Madagascar ou l'Inde du Nord-Est. C'était le nord de la Thaïlande. Alors c'était proche de la frontière birmane, il y a beaucoup de gens certainement qui ont été dans ces endroits, Mae Hong Son. Et puis il y a, en fin de compte, c'était peut-être pas la première photo, mais c'était le déclenchement de cette aventure ou de cette envie de faire du voyage ou de la photo. Je me rappelle, on était un petit groupe et on était 6-7 personnes, et puis on était au milieu du voyage à peu près. Puis on était allé dans un village ethnique du nord de la Thaïlande, donc près de Mae Hong Son. C'était l'ethnie Liu, si je me rappelle bien. C'est des gens, en fin de compte, qui sont plus ou moins des réfugiés qui viennent de Chine et qui, à un moment donné, se retrouvent dans les forêts abruptes du nord de la Thaïlande, dans des villages de terre qui sont ravinés par l'eau, et donc c'est des conditions de vie qui sont très difficiles, quoi.
Et donc les gens viennent aussi, ces ethnies liu viennent avec leur culture, viennent avec leur religion. C'est souvent des gens qui sont animistes, qui croient aux arbres, aux rochers, au soleil, à la lune, hein, et qui ont une religion ou disons des croyances qui sont très proches de la nature avec des chamans et des choses qui pour nous, avec notre culture judéo-chrétienne, c'est très éloigné de nous, mais ça nous plonge, on rentre dans l'immersion. Je parlais tout à l'heure de l'intérêt de la religion hindouiste, bouddhiste, c'est un plus au niveau du voyage, et donc les animistes, c'est encore plus étrange pour nous au niveau des croyances. Et donc au milieu du voyage, l'accompagnateur qu'on avait, on était allé avec 2 4x4 dans ce village, et puis l'accompagnateur qu'on avait savait déjà que j'aimais beaucoup la rencontre et la photo. Il m'avait vu agir, je m'étais paumé à Bangkok dans un temple, et donc il m'avait cherché. Et puis en rentrant dans le village, il m'a dit: Sylvain, toi tu prends à droite, et nous, l'autre partie du groupe, on va aller à gauche, on va aller visiter l'école. Et j'ai pas bien compris, quoi. Je me suis dit, bah tiens, s'il m'envoie là-bas, bah, je vais aller là-bas. Et en fin de compte, j'avais normalement 1 heure et j'ai passé 3 heures. Donc j'ai pas fait tellement attention à l'horaire. Et en allant dans ce village, j'ai retrouvé une cérémonie. Après, j'ai su que c'était une grand-mère qui était décédée. Et donc, ils ont tué 3 cochons. Et donc j'ai assisté un peu à tout ça. Et j'ai assisté donc au moment où on tue les cochons, on recueille le sang, ensuite on passe les cochons dans le feu pour les dépecer, on ouvre les cochons, on enlève les viscères. Il y a un chaman dans l'arbre qui coupe des branches d'arbre, qui jette ça aux gens. Les gens mettent les branches d'arbre dans le ventre du cochon. Et tout ça avec beaucoup de ferveur, avec des habits aussi traditionnels. Alors, ce n'est pas des habits traditionnels pour les touristes, mais les gens étaient en habits traditionnels aussi. Et avec plein de gamins qui courent autour. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est d'abord que j'étais un peu incrédule et émerveillé, étonné de cette rencontre. Et aussi, l'autre point, ce que j'ai appris à connaître, c'est que j'ai fait beaucoup de portraits. Quand j'ai regardé les photos que j'ai pu faire par la suite, j'ai fait beaucoup de photos des scènes, mais j'ai fait beaucoup de portraits des gens. Et aussi, ça s'est très bien passé avec les gens. Je me suis senti intégré. À un moment donné, je me suis dit, mince, on devait passer 1 heure dans le village. Moi, ça faisait 3 heures que j'étais à cet endroit. Je me suis dit, ça y est, je vais me faire engueuler. Je suis retourné, et puis il y avait des 2 4x4, il n'y en avait plus qu'un qui était là. Le chauffeur m'attendait, quoi, hein, et puis on est reparti. Et donc, c'était le début de cette aventure. Donc au nord de la Thaïlande, et puis voilà, depuis lors, c'est un peu de cette manière-là que je voyage. C'est ce genre de rencontre que je cherche à faire. Donc ça c'était un peu le déclencheur de mes envies, quoi. Après, il y avait d'autres déclencheurs qui sont aussi la littérature. J'ai beaucoup aimé, quand j'étais plus jeune, Olivier Felmy, et puis son aventure aux Zanskar, au Ladakh, et donc c'est aussi quelqu'un qui m'a inspiré, qui a été je dis souvent un passeur de passion, hein, et donc je le remercie. Après, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, mais par exemple, il y avait des gens aussi comme ça, comme Olivier Felmy, qui m'ont beaucoup inspiré. Après, il y a Steve McCurry. Hein, si on veut parler de personnes qui vous inspirent, c'est des gens qui font des photos ou plutôt l'inverse, vous faites des photos qui ressemblent à ce que fait Steve McCurry. Steve McCurry, on le connaît pour son Afghan aux yeux verts. Et donc, c'est un endroit aussi, s'il y a un endroit au monde où je rêverais d'aller et où je peux pas aller, c'est l'Afghanistan. C'est vrai que ça doit être un pays merveilleux que j'ai appris à connaître simplement par les photos de Steve McCurry, quoi, hein, mais c'est vrai que et si on parle d'Afghan aux yeux verts, bon, après il y a Steve McCurry, et après il y a d'autres encore photographes qui m'ont inspiré, ou d'autres voyageurs. Je parlais d'Alexandra David-Néel, quoi, hein, donc c'est aussi quelqu'un qui m'inspire beaucoup de respect pour cette femme, quoi.
Et si je reprends Steve McCurry, j'étais en Inde il y a 4 ans ou 5 ans et j'étais tout au sud de l'Inde. Le point le plus méridional ou septentrional de l'Inde, il y a un village ou une petite ville qui s'appelle Kanyakumari. Et donc c'est là en fin de compte que les cendres de Gandhi ont été répandues dans la mer. Et durant ce voyage, ce qui était intéressant, c'est qu'on a... Donc là, par exemple, j'avais organisé avec un accompagnateur qu'on connaît maintenant et qui nous fait ou nous fait des voyages sur mesure. Et là, l'idée, c'était d'aller dans le sud de l'Inde. Alors, beaucoup de gens vont dans le sud de l'Inde. Moi aussi, j'y ai été. On fait Pondichéry, Madurai, Kerala et Tamil Nadu. C'est très bien. C'est chouette comme endroit. C'est une partie d'Inde qui est très différente de l'Inde dans sa globalité. L'Inde, c'est quasiment un continent, bien sûr. Et l'Inde est tellement grand qu'on part du bouddhisme dans l'Inde himalayenne pour descendre dans l'hindouisme. Je parlais tout à l'heure de Bénarès, quoi. Et le sud de l'Inde a cette particularité qu'on se sent vivre, quoi, hein. C'est-à-dire que autant les gens qui sont oppressés dans une ville comme, je sais pas, quand je prends Delhi et que vous allez à Old Delhi et que vous vous retrouvez avec des gens partout, quoi, et des odeurs et du brouhaha et tout ça, moi je me sens comme un poisson dans l'eau, mais il y a des gens qui peuvent se sentir oppressés. Mais quand on part dans le sud de l'Inde, on a moins ce rapport aussi, entre guillemets, alors si j'ai un mot que j'aime pas trop, mais à la misère, quoi, hein, mais c'est vrai on peut se sentir plus détendu. Donc c'est un endroit que je conseille aussi pour les gens qui aiment l'Inde, quoi, hein, c'est l'Inde soft, hein, de sud de l'Inde. Et là, on avait fait un voyage où on avait privilégié les lieux de pèlerinage du sud de l'Inde et les ashrams. Il y avait pas mal d'ashrams aussi, quoi, hein, dont des lieux de méditation et des choses comme ça. Donc c'était un voyage assez spirituel et en même temps pour quelqu'un qui va à la rencontre des gens et pour un photographe. D'abord ces lieux, il y avait Rameshwara qui est la presqu'île qui se trouve en face du Sri Lanka, qui est aussi un lieu de pèlerinage, et je parlais tout à l'heure de Kanyakumari, qui est aussi un lieu de pèlerinage. Et donc là, vous rencontrez énormément de touristes, mais aucun touriste occidental, vous rencontrez que des pèlerins, j'appellerais des pèlerins indiens, quoi, hein, qui viennent souvent avec leur sari orange de pèlerins. Et donc, vous allez à la rencontre des gens. Et automatiquement, ce qui était intéressant là, à Kanyakumari, c'est quand vous vous laissez perdre dans cette foule, vous avez automatiquement des gens. Ce qui est intéressant en Inde, c'est que le rapport à la mendicité est tout à fait différent de ce qui peut être chez nous au niveau européen. Quand on a un mendiant au niveau européen, on se sent agressé, quoi, hein. Quelqu'un nous tend la main et on détourne le regard, on se sent agressé et on ne sait pas. Alors qu'en Inde, en fin de compte, un mendiant répond à un besoin, quoi. Il répond à un besoin d'une personne indienne qui veut augmenter son karma, quoi, hein, et qui cherche à donner, quoi, hein. Donc un Indien est là un mendiant est là pour répondre à un besoin, un Indien normal qui cherche à donner. Donc ce rapport de mendicité, c'est une complémentarité entre les gens qui veulent donner et le mendiant qui est là pour recevoir, quoi. Et donc dans ces lieux de pèlerinage, vous imaginez qu'il y a plein de mendiants, alors de toutes sortes, hein, ils augmentent le trait, quoi. Je me rappelle, il y avait une femme qui était brûlée sur le corps et elle se mettait par terre, elle gémissait. Donc, alors pour moi, Européen, j'avais du mal à la regarder, alors que l'Indien, il lui mettait quelques roupies, quoi. Et puis arrivé 18h le soir, la femme, elle se lève et puis elle part, quoi, hein. Donc, mais il joue le jeu et c'est très bien. Et puis, je me rappelle, il y avait une petite gamine, alors je reviens à Steve McCurry, il y avait une petite gamine qui tirait après les gens. Elle avait son petit frère dans les bras. Elle devait avoir, je ne sais pas, une dizaine d'années, et puis elle avait son petit frère de 2 ans dans les bras. Et puis elle était très gaillarde et elle tirait après les gens pour essayer de leur choper 2-3 roupies. Et puis la particularité de cette gamine, elle avait les yeux verts. Elle avait des yeux verts pour une indienne. C'était l'Afghane de Steve McCurry. Voilà, c'était mon Afghane de Steve McCurry. Et quand je l'ai vu, il est clair que pour un photographe comme moi, quand on cherche aussi des regards, on cherche
on cherche des visages marquants des enfants ou des personnes âgées, quoi, hein, mais on a l'œil ouvert sur un regard et un visage qui va vous marquer, quoi, hein. Et quand j'ai vu cette petite, j'ai même eu un stress, quoi, qui est venu. Je me suis dit, ça y est, ça, c'est pour moi, quoi, hein, c'est une photo que je dois faire. Et alors, c'était rigolo parce que la gamine, quand je l'ai abordée, je l'ai suivie un moment, elle était rigolote, quoi, avec son frangin. Elle était vraiment gaillarde, elle allait vers tout le monde. Et quand je l'ai abordée pour lui demander de faire une photo, moi qui ai très peu de refus, elle m'a remballé. Elle m'a envoyé balader, quoi, l'air de dire tu m'emmerdes. Et donc, je me suis dit, mince alors, c'est pas possible, cette petite aux yeux verts, comme. Et puis, j'ai laissé passer quelques heures, et dans l'après-midi, je suis retourné. Et bien sûr, je l'ai retrouvé. Et je l'ai retrouvé avec son papa aussi. Et son papa, il était dans la rue et il faisait des tatouages. Il tatouait les gens. Et puis on a pris un thé avec le papa. J'ai créé le contact et puis j'ai pu faire à ce moment-là ma photo de mon Afghan aux yeux verts qui est assez jolie, elle est assez réussie, quoi. Elle est dans le livre ? Elle est dans le livre. Elle est dans le livre et puis on la retrouve dans le livre avec ce récit hein, j'ai mis dans le livre quelques récits des rencontres et ainsi de suite, ce que je viens de vous raconter, donc on la retrouve dans le livre et c'est une photo que j'aime parce qu'aussi j'aime cette gamine. Alors c'était une rencontre furtive, hein, c'est-à-dire qu'on a passé peut-être, je sais pas, une demi-heure ou un quart d'heure, hein, c'était des petites rencontres, quoi, hein. Mais par contre, j'aimais le caractère de cette petite, très sûre d'elle. J'aime beaucoup les enfants qui sont sûrs d'eux. C'est-à-dire qu'on le remarque dans le regard. Il y a 2-3 photos comme ça dans le livre où il y a une petite malgache, hein, ou alors une tchadienne. Hein. J'ai eu la chance d'aller au nord du Tchad et donc dans une école, une petite fille tchadienne, des gens ou des enfants qui vous... qui vous toisent ou qui vous regardent, qui ont une assurance dans le regard qui est étonnante et qui rend super bien sur la photo. Et cette petite-là qui tirait après la manche de tous les pèlerins et qui m'a remballé, vous imaginez qu'elle avait aussi cette assurance, quoi. Et donc ça me laisse un beau souvenir. Ouais. Tu t'es fait tatouer pour Non. accéder au papa ? non, je lui ai payé un chai. Ouais, je sais pas si vous connaissez le chai. Le thé indien. Avec du lait, c'est ça. Voilà, c'est un thé, donc un thé aux épices avec du lait. Alors ça aussi, c'est, j'en bois 3, 4, 5, 6 dans la journée, quoi, hein. Quand je suis en Inde, j'adore ça. Je me retrouve bien au bord du Gange, assis avec un sadhu, et donc je lui paye un chai, quoi, et donc on boit ça dans une petite coupe en terre. Bon, maintenant, de temps à autre, vous avez des coupes en plastique, quoi, hein, mais traditionnellement, et souvent, c'est des petites coupes en terre. La dernière fois que j'étais à Calcutta, j'ai même vu un endroit où ils fabriquaient ces petites coupelles en terre, quoi, hein. Et donc, vous avez ça traditionnellement, c'est une petite dose, hein, c'est une dose de café ristretto. C'est pas la dose, mais la tasse, c'est la taille d'une petite tasse, quoi. Elle est pleine, elle est bouillante aussi, vous avez du mal à la toucher, mais vous avez le temps donc de la laisser tranquillement refroidir un peu et de parler avec quelqu'un. Et puis ce goût, il est inimitable, quoi, hein. Je veux dire, moi j'adore ça, quoi, hein. J'adore ça en Inde. Je vais vous dire une chose, c'est que ici j'en fais pas, hein. C'est-à-dire que chaque fois que je suis là-bas, je me dis je vais me faire un chai à la maison. Et c'est là où on voit que en fin de compte, l'intérêt du chai en Inde, c'est la rencontre, c'est de se sentir immergé dans le pays. Ici, on boit sa bière, quoi. C'est comme le thé à la menthe au Maroc. Voilà, exactement. Ça passe pas pareil qu'on est en France. Ouais, c'est vrai. Et donc, il est sucré aussi. Ou l'été à la menthe que j'ai bu avec les Touaregs dans le sud de l'Algérie, quoi, où on boit ces 3 thés avec cette tradition de boire trois thés successifs, hein, du plus amer au plus doux, hein. C'est avec le dicton là qui va bien des Touaregs, hein. Donc, mais tout ça c'est des petits plaisirs privilégiés. C'est quand on apprécie ça, quand on apprécie la nourriture aussi.
je trouve que une partie du voyage, c'est la nourriture, quoi. Il faut que je goûte à tout. Souvent, je suis un peu malade. Ouais. Je suis quelquefois un peu malade, une fois par voyage, je sais pas. Mais je suis très curieux. Et donc, j'aime beaucoup goûter à un peu toute la nourriture. Je fais attention au niveau de l'eau. Ouais, je ne bois pas d'eau non fermée, quoi. Hein. Même quand j'ai soif à Bénarès, que je trouvais plus d'eau, on m'en proposait de la filtrer, mais j'en bois pas de la filtrer. Mais l'eau, j'y fais attention. Mais le reste, que ce soit cuit ou pas cuit, je me laisse tenter à partir du moment où j'ai envie. Mais le chai, c'est particulier et j'adore ça. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de Steve McCurry. Alors, il y a quelques années, il est retourné, il a cherché et il a retrouvé la jeune Afghane aux yeux verts. Est-ce que ça t'arrive de retourner chez les gens que tu as photographiés Ouais, alors je veux dire, c'est une pratique que je priorise maintenant, auquel je donne une priorité sur mes voyages. C'est vrai que aussi avec ces périodes de pandémie, on se pose des questions. Est-ce qu'il est encore bon de voyager autant que ça, de traverser les continents et donc on se questionne et puis on se donne nos priorités. Et puis depuis quelques années, mes priorités, c'est vraiment ça. J'ai trouvé mes endroits où je me sens bien. Hein, boire un chai à Bénarès, pour rien au monde, je me sens bien à Bénarès, quoi. Et donc, Bénarès, je pourrais y aller tous les mois, quoi, hein, c'est clair, quoi. Donc, on a trouvé des endroits comme ça, comme la côte ouest de Madagascar, hein, avec Andavadok, petit village d'Andavadok, là, avec les pêcheurs Vézo. C'est des endroits où j'ai eu des rencontres. Et c'est des endroits où je me sens bien. Et donc, l'idée, c'est de retourner à ces endroits. Alors, je devais en septembre aller rencontrer de nouveau les pêcheurs Vézo à Madagascar. Donc, c'est partie remise, quoi, parce qu'en septembre, on a un peu moyen de voyager, quoi, hein. Donc, ça, par exemple, c'est une destination que j'envisage. Il y a un photographe que j'adore, et qui est un ami, que je vais aussi rejoindre certainement, Pierre Omen, hein, qui se trouve à Madagascar, et donc avec qui j'ai des super contacts et avec qui on aimerait bien effectivement se rencontrer, soit en France, que s'il vient, mais certainement aussi à Madagascar. Et donc j'aimerais faire par exemple toute la partie sud de Madagascar que j'ai pas faite. Je fais une partie sud-ouest où je me sens senti bien. Actuellement il y a un problème de famine aussi au sud de Madagascar qui est pas normal, quoi, hein. Il est plus normal d'avoir des gens qui meurent de faim dans un pays au monde, quoi, hein. Je veux dire, et ça c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup ému. Donc ça m'a aussi questionné sur l'intérêt d'aller franchement en voyage. Bien sûr je voyage proche des gens, mais en fin de compte, finalement, je reste un touriste, quoi, hein, et donc d'aller dans des endroits un peu difficiles où les gens souffrent de famine, c'est vrai qu'il y a un côté voyeur, il y a un côté où on se sentirait mal à l'aise. Donc là aussi, je réfléchis à une possibilité d'aller faire j'ai un peu plus de temps, d'aller faire de l'humanitaire. Donc c'est quelque chose que j'envisagerais, d'aller à Madagascar, bien sûr faire de la photo, mais aussi faire... si on a besoin de moi, quoi, ou je sais pas, d'aller faire un peu d'humanitaire, quoi. Donc ça, c'est des endroits où j'aimerais retourner, et j'ai pas mon Afghane aux yeux verts à Madagascar, mais j'ai par exemple à Bélo-sur-Mer, j'ai une super rencontre avec une fille qui se trouve dans le livre. Je l'ai même chez moi en sculpture, où j'ai un ami artiste qui l'a sculpté. C'est clair que elle a 9 ans de plus, quoi, hein, donc elle est peut-être mariée maintenant, et donc j'aurais grand plaisir d'aller retrouver ces gens et d'aller voir si elle est mariée, essayer de voir avec qui elle est mariée, qu'est-ce que c'est sa vie, quoi, hein. Et je sais que je serais franchement le bienvenu. Je sais que c'est quelque chose qui est très bien accepté, quoi, dans ces pays, d'aller à la rencontre. Et j'ai une expérience par rapport à ça. C'est en Indonésie, je ne parlais pas tout à l'heure au niveau des destinations préférées, mais il y a un endroit, il y a un pays que j'adore, ou un endroit que j'adore, c'est l'île de Flores en Indonésie. Alors l'île de Flores, hein, si vous allez en Indonésie, il y a 80% des gens, ou beaucoup de touristes ont été en Indonésie, mais il y a 90% des gens, quand on parle d'Indonésie, ils vont à Bali.
Et donc, ensuite, il y en a quelques-uns qui vont à Java, il y en a d'autres qui vont à Lombok encore, faire un peu de balnéaire. Et puis après, quand vous partez à l'ouest, là, plus vous partez à l'ouest, vous finissez en Papouasie-Nouvelle-Guinée, là-bas. Et donc, et plus vous partez à l'est, à l'est de l'Indonésie, vous allez vers les îles de la Sonde, hein, et plus vous allez vous rentrer dans l'authenticité, c'est-à-dire que moins vous avez de touristes, quoi, hein. Et donc, on passe par Komodo, hein, Komodo, c'est connu un peu pour les fonds marins, c'est pas désagréable, c'est vraiment bien aussi. Après, il y a l'histoire des varans, quoi, hein, qui peut aussi être un petit attrait d'aller voir ces bêtes, quoi. Et puis, à côté de Komodo, il y a cette île que je trouve magnifique, Flores, et entre guillemets, elle n'a rien de spectaculaire, quoi. Et c'est ça qui lui donne son intérêt, parce que de ce fait, comme elle n'a rien de spectaculaire, elle est très peu visitée, quoi, par les touristes. Donc, vous pouvez vraiment aller à la rencontre et vous sentir en immersion très rapidement, quoi, hein. Et il y a de ça maintenant, allez, 9 ans par là. J'étais allé sur les îles de la Sonde, j'étais allé à Flores et j'étais allé dans un village qui s'appelait Guruzima. Et donc c'était un village vraiment typique indonésien, avec des maisons en bois, des toits en chaume très pentus, et puis des cornes de buffle sur toutes les maisons, du fait des sacrifices que les gens font. Tout le village est construit en rectangle. C'était un rectangle de 100 mètres sur 200 mètres à peu près, avec une trentaine de maisons tout autour de ce rectangle. Et au milieu de la place, il y avait des stèles. Alors c'est des gens qui sont chrétiens, et fiers d'être chrétiens, mais ils sont aussi animistes en partie. Ils ont gardé leur tradition d'antan. Et donc il y a des stèles sur une sorte de petits menhirs, des choses comme ça. Il y a une sorte de parasol aussi, des choses qui sont difficilement compréhensibles, quoi, hein. Et donc sur cette place-là, il y a aussi, on fait sécher chacun, tout est en commun là-bas. C'est-à-dire que les gens font de l'agriculture, mais c'est une agriculture où, en fin de compte, il n'y a pas énormément de choses qui poussent, hein. Il n'y a pas même pas de riz. Par contre, ils font du café, beaucoup de clous de girofle aussi. Et donc, la première année que j'étais allé, c'était la période où ils faisaient sécher leurs clous de girofle. Et puis, j'ai rencontré une gamine, elle avait 4 ans, qu'elle s'appelle Amélia. Et donc, elle jouait dans les clous de girofle, où elle étalait les clous de girofle. Et puis, j'ai fait mes portraits de cette gamine, quoi. Et puis, elle était super mignonne. Et puis, à 4 ans, et puis elle faisait un petit peu sa star dans les clous de girofle. Et puis, j'ai exposé cette photo. C'est vrai qu'elle a marqué. Elle était vraiment très belle. Et puis, 4 ans plus tard, il y a des amis qui voulaient aller en Indonésie. On a dit, OK, je vous organise quelque chose. Et puis, j'ai dit, mais on passe par Guruzima. Donc, on ne s'est pas annoncé, il n'y avait pas moyen de s'annoncer, quoi, hein, là-bas. Et puis, on est parti. On avait notre chauffeur. Et donc, j'avais la photo d'Amélia. Et donc, on est parti vers Guruzima. On a pris une poule dans la voiture pour manger le soir. Donc, on avait une poule vivante dans la voiture. Et puis, on est arrivé à Guruzima. Je savais à peu près où elle habitait. Et puis, on est sorti de la voiture. On a rencontré 2-3 filles. Et puis, d'un coup, je l'ai vue, quoi. Et puis, le chauffeur a parlé avec elle. Elle a dit, tu connais lui, monsieur là? Elle m'a dit, oui, je connais. Non, elle a dit, non, je ne connais pas. Et alors, on est allé voir sa maison, quoi. Elle nous a emmenés jusqu'à sa maison, maison où habitent les grands-parents, plus les 2 filles qui sont chaque fois mariées, mais les maris n'étaient pas là. Donc c'était une petite famille avec les enfants des 2 filles, quoi. Et donc on a demandé si on pouvait dormir chez eux là, le soir, et puis ils en étaient bien accueillis. Bon, il n'y avait pas de place vraiment pour dormir, donc on a dormi à l'extérieur, une sorte de petite terrasse, quoi. Et donc on avait nos sacs de couchage, et puis on avait une natte, et on dormait là, mais on a passé une soirée délicieuse. C'est-à-dire que j'ai coupé la poule là, à la machette, et puis on a cuisiné la poule. Amélia a montré elle faisait de l'excès de zèle, ou elle a montré qu'elle était très bien éduquée, et tout ça. Mais c'était vraiment une soirée mémorable, quoi. Le lendemain matin, elle est repartie à l'école.
J'ai même voulu à un moment donné aider, savoir effectivement, bien sûr, on a donné quelque chose pour la nuit et pour aider, mais après j'aurais aimé que les enfants, là, ils ont du mal à aller à l'école, passer l'âge où il faut voyager, souvent ils restent à la maison, il n'y a pas d'argent pour aller à l'école. Donc, non, mais on n'a pas laissé, puis on est parti, donc c'était un voyage où on a rencontré Amélia. Et donc la fin de l'histoire, là, c'est il y a de ça 1 an et demi à peu près. J'ai un ami alsacien, là, photographe aussi, qui est parti sur Flores et qui m'a dit je vais à Flores. Et je lui ai dit tu vas à Gurzima et je t'envoie des photos d'Amélia et tu vas voir Amélia, tu vas passer, voir, dire bonjour. Et moi, j'avais pas les coordonnées à l'époque de la famille. Et donc, il est parti, il est allé, et puis un jour, il me rappelle, il me dit « Sylvain, tu te rends pas compte, je peux pas aller la voir, il y a tout le village qui a brûlé. » Et je suis allé sur Internet et j'ai vu effectivement que ce village en bois avait complètement brûlé, où on voit des photos assez extraordinaires de 2 maisons qui brûlent, que toutes les maisons se touchent autour de ce rectangle. Puis les gens assistent à ça, il n'y a pas moyen d'éteindre, et il y a juste 3 maisons qui ont été sauvées. Donc toutes ces maisons étaient brûlées, donc c'était une catastrophe pour ces gens. Et puis il y a eu de l'aide. Moi, je voulais aider aussi. À un moment donné, j'aurais pu, avec le réseau sur Facebook et ainsi de suite, aider. Mais il y a eu un engouement en Indonésie et les gens, on leur a reconstruit les maisons en bois. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que j'ai eu les coordonnées de ce fait-là. Entre-temps, la maman d'Amélia, Garmel, elle a eu le téléphone et donc elle est sur Facebook. La petite Amélia, maintenant, qui a 13 ans, elle est sur Facebook également. Et maintenant, il y a la maman Garmel, elle me like toutes les photos sur Facebook et de temps à autre, on discute ensemble. Et donc, Amélia, elle a un petit copain, elle va peut-être bientôt se marier, peut-être que je vais aller faire les photos du mariage. Donc, j'aurais qu'un plaisir maintenant, c'est de retourner les voir. Donc, ça, c'est un peu l'orientation de mes voyages à l'avenir, c'est d'essayer de retourner aux endroits où on se sent bien et essayer d'aller à la rencontre des gens qu'on a déjà rencontrés. C'est une belle histoire en tout cas. Voilà. Je fais juste un petit aparté, on a parlé tout à l'heure de Pierrot Men. Donc, j'ai eu la chance également de le rencontrer à Fianarantsoa et j'invite tous ceux qui ont l'occasion de passer à Madagascar d'aller visiter son studio parce que c'est un très bon photographe. Il est auteur de nombreux livres et il fait vraiment un travail qui est magnifique. Ouais, c'est quelqu'un, et en plus c'est quelqu'un d'excessivement humain, c'est une perle à rencontrer, c'est un plaisir ce monsieur. Il y a de ça quelques années, là, j'organisais une grosse expo dans le sud de l'Alsace et du fait que je l'avais rencontré, il avait été notre parrain de cette expo et puis j'ai son livre, j'ai mon livre où j'ai l'adresse de Pierrot Men dessus. Et puis pour le moment je peux pas envoyer parce que la poste Madagascar est encore fermée on peut pas leur envoyer du courrier. Et donc je lui ai dit la dernière fois à Pierrot, il m'a dit non, me l'envoie pas, tu passes et puis tu me le donneras quand tu viendras. Donc c'est vrai, Pierrot c'est une perle et puis c'est un excellent photographe et surtout dans sa c'est quelqu'un qui fait beaucoup de noir et blanc de photos du noir et blanc. J'espère que c'est moi qui irai lui ramener ton livre, comme ça on fera un petit podcast en même temps. Comment ? J'espère que j'irai lui ramener moi-même ton livre, comme voilà. Ça je ferai un podcast avec lui en même temps. Ouais, avec plaisir. Ouais. On va parler un peu de ton livre, Sylvain. Ouais. On va commencer par la couverture. Tout à l'heure, ta femme nous disait « La vie n'aurait pas été aussi belle si ce n'était pas Haroun Zaya sur la couverture ». Tu peux nous parler un peu de cette rencontre ? Ouais, c'était extraordinaire. C'est une famille extraordinaire. Haroun Zaya, c'était donc en Mongolie. Et donc, c'était un voyage qui était... On parlait un peu de la manière de voyager. Et ça c'est un voyage typique. Il y a des gens qui vont un peu sac à dos en Mongolie. Et en fin de compte, on perd beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous dormez dans des yourtes aussi, mais vous avez des camps de yourtes, un peu comme un terrain de camping avec des yourtes. Donc, vous avez dormi dans des yourtes, mais quelque part, vous n'avez pas été où vous n'allez pas vraiment à la rencontre des gens. Et là, c'était un voyage, donc un poil organisé par une petite agence de voyage. Et donc, l'idée, c'était de marcher 4-5 heures le matin
Et puis on arrivait chaque fois à un endroit, et donc pendant 4-5 heures, on est à travers la nature, hein, vraiment Mongolie profonde, et puis vous arrivez à un endroit où vous avez pas qu'une yourte, hein, parce que les gens ont prévu de loger des gens, donc il y avait souvent 2 yourtes, hein, une yourte pour la famille et puis une pour nous. Et ce qui est excessivement agréable, c'est des gens qui reçoivent très peu de monde et qui restent tout à fait naturels, quoi, hein. C'est-à-dire que voilà, il y a la vie qui s'écoule, hein, dans l'après-midi. Des fois, il y a le lendemain où mes amis cherchaient à faire une balade, un trek, hein, tout ça. Alors moi, je squeezais les treks et puis je restais dans les familles, et donc j'allais faire du bois avec les gens, on montait une nouvelle yourte. Comme on avait monté la yourte, on buvait de la vodka ensemble, et puis après je partais en petite moto avec le gamin à travers la prairie, hein. J'étais derrière dessus sur la moto, on allait voir les voisins qui se trouvaient à 1 kilomètre, quoi, hein. Et donc c'était, et puis une de ces familles qui nous a reçus, c'était la maman ou la famille d'Haroun Zaya, de cette petite, hein, qui respire le bonheur et qui respire la vie est belle. Et quand on voit la photo, on voit qu'elle est joviale, et c'est telle fille, telle mère. C'est-à-dire que quand on est arrivé, il y a eu un orage, mais je ne vais pas exagérer, mais c'était l'orage centenaire. Et donc, on s'est abrité dans une yourte. Et il y a de l'eau qui est rentrée dans la yourte. La maman, elle était désespérée. Elle passait la serpillière. On lui disait, mais vous en faites pas, quoi. Et puis, mais elle était toute excitée. Et puis, quand l'orage s'est calmé, à ce moment-là, effectivement, on a eu, comme souvent en Mongolie, hein, il y a l'orage le soir, et puis après, vous vous retrouvez avec un ciel qui reste gris un moment, avec une lumière magnifique. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'était les flaques, c'était un plateau, et il y avait des flaques grandes comme des tout petits lacs, quoi. Et la petite Haroun Zaya, à mon avis, elle avait jamais vu ça, quoi. Elle avait des yeux gros comme... et puis, elle a commencé à enlever ses chaussures et tout. Et elle pataugeait dans les flaques. Et puis moi, je me couchais à côté pour faire une belle photo, quoi. Mais elle voulait pas me regarder, quoi. Il fallait que je crie, parce que tellement elle était absorbée. On le voit sur la photo du livre, elle est dans son trip, quoi, hein. Et donc, c'était effectivement une rencontre. Et donc, on parlait de mon épouse. J'ai une photo que je regrette de ne pas l'avoir mis dans le livre. Il y a... au moment des on se quitte, hein, et là le matin on s'est quitté. J'ai une photo entre mon épouse et la petite, là où on sent l'amour, quoi, hein. On sent sur la photo, on sent le bonheur qui émane d'une photo. Donc ça, c'était une rencontre marquante. Alors c'est vrai qu'un livre, il faut choisir sa couverture, hein. Il faut que la couverture soit alléchante, mais il faut aussi qu'elle corresponde au thème du livre. Et mon livre, c'est La vie est belle. Et donc, c'est un peu une ode au bonheur. C'est une ode à la joie de vivre. Et donc, il faut que les photos correspondent à ça. Et quand on prend cette photo avec la petite Haroun Zaya qui patauge dans cette flaque, c'est tout à fait la vie est belle. Et mon épouse avait raison de dire que c'est une photo qui correspond très bien au livre. Merci Sylvain. Alors on va pas trop parler du contenu du livre, parce que tu nous as parlé de toutes ces rencontres, et il y en a quelques-unes qu'on trouve dans le livre. On va passer un peu à la partie technique, on va dire, de l'édition. C'est ton premier livre ? Oui, c'est mon premier livre, ouais. Ouais. Tu peux nous parler un peu de cette expérience ? Ouais, c'est un beau projet, hein. Donc après, l'expérience du livre, ça fait quelques années, hein, que je me dis, j'expose pas mal. Et donc en expo, c'est bien, vous avez vos photos d'expo, vous pouvez parler, mais si vous avez un livre aussi, c'est vecteur de rencontres et d'échanges, quoi, hein. Donc à un moment donné, je voulais aussi en expo essayer de concrétiser ça par un livre. Après, vous avez un parcours photographique, vous avez des disques durs, vous avez des communications sur Facebook, tout ça, ça se remplit. Bien sûr, vous communiquez, vous partagez, mais on est encore d'une génération peut-être où on aime aussi concrétiser ça par
par un objet, par un beau livre, et essayer de mettre son expérience dans un livre. Donc c'est quelque chose qui me taquinait depuis un moment. Après, c'est vrai que entre mon activité professionnelle, les voyages et l'expo, j'ai eu du mal à consacrer du temps à me faire un editing et d'essayer de trouver même si le thème du livre La vie est belle était là, de trouver le temps à concrétiser cela. Et donc c'est au début de l'année 2020 que j'ai concrétisé, et donc l'idée c'était, je parlais quand même du festival de Montier-en-Der que beaucoup de photographes connaissent. C'est quand même un grand festival. Alors c'est un festival nature et animalier. C'est un festival où il y a 45 000 personnes qui passent en 4 jours, quoi, hein. Donc c'est un très gros festival. Et donc j'ai présenté un dossier malgré le thème du festival qui ne correspond pas tellement à ma photo humaine ou humaniste, mais de plus en plus Montier s'ouvre un peu à la photo humaine, hein, ethnique ou ainsi de suite. Et donc je sais que Mathieu Ricard y a été, ainsi de suite. Donc j'ai présenté un dossier, et puis je présentais un dossier pas sur le thème La vie est belle, parce que La vie est belle, je trouve que ça collait pas tout à fait, hein. Je cherchais un côté ethnique quand même, ou un côté... Et donc j'ai fait des voyages dans des endroits un peu particuliers du Sahara, sud de l'Algérie, nord du Tchad. Ce sont des endroits marquants où on a du mal maintenant à retourner, et donc on rencontre des Touaregs, des Toubous, et là j'ai quand même une série de photos. J'ai un moment, j'ai pensé aussi éditer sur ça. Je pourrais éditer sur ce thème-là, je pense. Et donc j'ai présenté cette série au comité d'organisation de Montier-en-Der, et cette série a été prise. Donc j'ai été invité au festival photo de Montier-en-Der en novembre 2020. Et donc, à partir du moment où j'étais invité à Montier-en-Der, je me suis dit, ça y est, c'est quand même le moment de se lancer et d'éditer un livre. Donc, ça a peut-être été le catalyseur qui a fait qu'à un moment donné, je me lance, hein. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'éditer un livre. Et quand on édite un livre, la première chose à faire, c'est de dire quel est le thème. Et donc là, j'avais déjà un premier questionnement qui était de dire, je vais éditer ça, ou je vais proposer ou présenter Sahara, rêve éveillé à Montier-en-Der. Par contre, bien sûr, c'est des photos que j'adore, j'apprécie, mais c'est une partie de mon travail, quoi, hein. Et mon travail, c'est quand même encore la photographie, photographier la vie, hein, telle que j'en ai parlé tout à l'heure, rencontre d'Amélia, d'Arun Zaya, et ainsi de suite, à Calcutta. Et donc, je me suis dit, si, bien sûr, je ne serai pas tout à fait sur le thème, à Montier, si je fais autre chose, mais je vais quand même, si on fait un livre, et son premier livre, on cherche quand même à faire un livre qui nous ressemble, quoi, hein. Donc, j'ai décidé de faire un livre sur la vie, et donc sur le portrait ou sur les rencontres que j'ai pu faire. Et j'avais ce thème-là ou cette idée-là de titre depuis un moment en tête, que je cachais un peu parce que je trouvais qu'il était... J'étais pas de copyright là-dessus, mais je me disais, tiens, c'est un thème et même un titre qui accroche un peu même le grand public, quoi, hein. Surtout en ce moment, ça fait du bien. Ouais. Donc c'est vrai que c'est... Et j'ai décidé de faire ce livre que j'ai appelé, ou que j'ai décidé d'appeler à ce moment-là, La vie est belle. Et la première chose aussi après, ou la deuxième chose qu'on se pose une fois qu'on a le thème, c'est de se dire, on a le choix. On se dit, soit il y a un éditeur qui est intéressé par ça, et donc vous te faites accompagner par un éditeur, soit vous dites effectivement, vous partez en auto-édition. Et donc ça, c'était un deuxième choix à faire, et je les ai testés les deux, sachant que j'avais un problème de calendrier aussi. Je souhaitais à tout prix, comme je voulais présenter le livre à Montier au minimum, je souhaitais que début septembre, le livre soit imprimé, quoi, hein. Donc je m'étais fixé un calendrier, je me suis dit à un moment donné, il va falloir se décider comment tu pars. Donc au départ, j'ai fait une recherche. Alors, on était aussi pendant la période du confinement, c'était pas facile d'aller faire des démarches, mais j'ai essayé donc j'ai contacté un ou deux amis, un ami imprimeur aussi qui
qui connaissait des gens de l'édition, qui étaient intéressés, que j'avais fait un premier editing sur la série de photos. Il trouvait ça joli et intéressant. Il a contacté des éditeurs, et puis entre-temps, moi, j'ai aussi contacté un imprimeur. Tout le monde connaît dans le monde de la photo l'imprimerie Escourbiac, qui est une référence dans le livre photo et souvent dans le livre photo d'auto-édition aussi, quoi, hein. Et donc, moi, j'ai contacté, j'ai contacté Escourbiac. Et j'ai commencé à travailler avec Escourbiac sur le thème de la photo. J'ai des contacts. Donc j'ai eu contact, j'ai travaillé avec John Briens, qui était mon contact. Et donc lui, il a accroché au projet. Et donc il m'a beaucoup soutenu et beaucoup challengé aussi et conseillé donc, dans le choix de l'editing. Et il a apprécié, je crois, le projet. On a passé pas mal de temps. Il m'a consacré, je crois, plus que normal au niveau du temps à un moment donné. Et donc c'était très agréable. Et à ce moment-là, j'ai laissé tomber le choix de l'éditeur. Et je suis parti à me dire, si je fais un livre, parce que j'avais pas tout à fait décidé de le faire, parce que ça c'est la suite quand même, hein, mais si je fais un livre, je le fais en auto-édition. Et quand je dis si je fais un livre, à ce moment-là, le nerf de la guerre, c'est pour faire un livre, il faut en imprimer un certain nombre. Donc il faut trouver un certain nombre, entre guillemets, de clients ou de gens qui sont intéressés par votre livre. Donc quand vous partez d'une page blanche, vous dites, si j'ai pas assez de clients, mon livre, je le remballe, quoi, hein, et je le fais pas. Et donc, par contre, j'avais des pistes. Je m'étais fait un budget, un projet de se dire, je peux parler de chiffres un peu. Je m'étais dit, je vais faire un crowdfunding. Hein, je vais faire un projet participatif, par société Ulule ou KissKissBankBank. Moi, j'avais choisi KissKissBankBank, quoi, hein. Donc là, en fin de compte, l'intérêt, des fois, on se pose la question de l'intérêt de communiquer par Facebook ou d'avoir un public. Et moi, j'ai mon petit public, hein, sur Facebook où quand je poste régulièrement, j'ai pas mal de likes sur les photos. Et puis, mon épouse, elle me dit souvent, ouais, t'es accro à ça. Et puis là, on voit l'intérêt, quoi, hein. On a, entre guillemets, son petit public. Et son petit public, dans ces cas-là, ils vous suivent, hein. Et donc, ça, c'était la belle surprise. C'est que quand j'ai fait mon projet participatif par KissKissBankBank, j'ai contacté mes contacts Facebook et les gens avec qui je communique un peu ou qui apprécient mes photos sur Facebook. Et beaucoup de ces gens-là ont adhéré au projet. Et donc, je savais qu'à un moment donné, il y avait cette partie-là où je me suis dit, si j'arrive à en vendre 200 ou 300 par ce biais-là, comme j'expose pas mal, je m'étais dit, je vais encore en vendre 200 ou 300 en expo ces 3 prochaines années, quoi, hein, et puis entre les deux, je m'étais dit, tiens, je vais essayer de tâter le milieu professionnel, ce que j'ai également fait. Et là aussi, j'ai eu une réussite avec un ami que j'aimerais remercier, hein. C'est Erwan Naour qui a fait office un peu de mécène pour mon livre et qui m'en a aussi pris 200 livres, quoi. Donc quelque part, avec ce projet-là, on se dit effectivement, à partir du moment où on trouve son circuit de distribution, on se dit aussi il est plus nécessaire quelque part de passer par un éditeur. À partir du moment où vous arrivez vous-même à vendre vos livres, autant être libre, à faire le livre vraiment que vous voulez, à faire la marge, hein, que vous voulez, hein, pas besoin de faire beaucoup de marge, mais au moins vous choisissez la marge que vous voulez faire par rapport à un éditeur où quelque part la marge ou le gain est quand même très faible, hein, sur les livres. Bien sûr, ils assurent la distribution. Donc, mais à partir du moment où vous assurez la distribution et que l'autre point, c'est que c'est un projet, c'est-à-dire que c'est un projet qui est consommateur d'énergie, un peu de compétences et de temps. Et donc, à partir du moment où vous vous sentez à même de se dire je consacre du temps à ce projet,
et que vous avez votre circuit de distribution, je trouve que c'est une belle aventure à engager, l'auto-édition. Et donc je suis parti là-dedans et le go, en fin de compte, il est venu assez rapidement, sachant que quand j'ai fait mon projet participatif là, sur KissKiss, au bout de 4 jours ou 5 jours, j'avais quand même un engouement assez important. J'avais vendu déjà pas mal de livres. Et je m'étais dit, au bout de 4-5 jours de projet participatif, j'avais dit, ok, c'est bon, j'y vais, quoi. Hein. Et donc le projet à ce moment-là était lancé et je pouvais signer le devis de la société Escourbiac, quoi. Hein. Voilà. Combien de temps ça t'a pris entre le moment où tu as décidé de faire le livre et le moment où tu l'as reçu entre tes mains, où tu as reçu quelques palettes? Donc ça m'a pris 6 mois, 5 à 6 mois. Ouais. À plein temps? Non. Tu estimes à peu près à combien de temps de travail? Je considère que disons, ça m'a pris 6 mois. Si je pars, j'ai dû démarrer en mars et j'ai eu mon livre en septembre. Ça doit faire aux environs de 6 mois, quoi. Hein. Mais les 4 premiers mois étaient intenses, quoi. Hein, et donc la période entre le mois de mars et le mois de juillet, parce que j'ai imprimé mi-juillet, le 11 juillet, je crois que j'ai imprimé mon livre et je suis allé sur place, donc dans le Tarn-et-Garonne, je crois, à Grouillet, où se trouve Escourbiac. Donc je suis allé assister à l'impression, ce qui est une belle expérience, ce qui vous rassure aussi, quoi. Hein, je veux dire, c'est important. Et donc là, cette période de 4 mois, mars, avril, mai, juin, juillet, 4-5 mois, je pense que c'est assez intense, quoi. Hein. Si j'avais eu à cette époque-là une activité professionnelle telle que je l'avais par le passé à plein temps, je ne pense pas que j'aurais géré ça. Je ne serais pas arrivé à gérer ça. J'aurais dû passer trop de temps sur le projet. Parce qu'il y a des choses qui sont importantes quand vous faites un projet de ce type-là. Il y a différentes choses. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'ordre ou pas, quoi, hein, mais quelque part, il faut penser à le vendre. Ça a l'air con, quoi, mais vous avez beau faire un beau livre, quoi, mais si vous ne le vendez pas, vous ne le faites pas, vous le remettez dans le tiroir, le livre. Donc avant de penser à faire correctement votre editing, hein, tout ça se fait en parallèle, mais la priorité avant tout, à un moment, et ça je m'étais mis en priorité, c'était vraiment de le vendre, quoi. Hein. Donc j'ai passé quand même pas mal de temps en communication, hein, sur les réseaux sociaux, et j'ai essayé de soigner. J'aimerais aussi remercier, c'est bien d'avoir un réseau à ce moment-là, et donc, j'ai un ami, Xavier, qui a édité un livre 2 ou 3 ans avant moi, qui est aussi passé par Escourbiac, quoi, hein, et qui avait fait un crowdfunding qui avait bien marché aussi. Donc, c'est pour ça que j'avais pris KissKiss. Lui, il avait pris KissKiss Bank aussi. Et donc, il m'a pas mal conseillé aussi sur la manière de gérer le crowdfunding, choisir sa période. Hein, c'est important de choisir sa durée, de ne pas lasser les gens. C'est pas la peine de faire des 2 mois de projet. 1 mois, pour moi, c'était bien, quoi. J'ai pris 1 mois d'appel et donc, par contre, le mois-là, j'ai essayé d'être très communicant sur ce mois-là. Et donc, je communiquais bien sûr pas tous les jours parce que sinon, vous lassez aussi les gens, quoi, hein, d'un moment donné. Mais je communiquais au moins 2 fois par semaine, quoi. Hein. Et donc, et mes posts que je faisais sur Instagram et Facebook, je les soignais, quoi. Je trouvais que je les préparais bien. Et puis j'ai l'habitude aussi, tous les dimanches, je poste une photo d'enfant. Souvent on me dit que je suis le photographe des enfants. Et c'est vrai que souvent, je dis souvent, dimanche c'est le jour des enfants, bon dimanche à tout le monde, quoi. Et là je mettais tous les dimanches une belle photo d'enfant, quoi, avec une histoire à côté. Et donc un appel à candidature. Souvent les gens ont un peu de temps le dimanche et cliquaient. Et puis j'avais pas mal de clics, hein, d'achat de livres sur les dimanches. Donc j'ai essayé de faire cette partie de vente de livres, crowdfunding, j'ai essayé de le faire entre guillemets assez professionnellement, assez intensivement. Après, ça nuit aussi. Vous pouvez pas...
une journée, ça fait que 24 heures, bien sûr. Mais ça nuit aussi quand vous passez du temps là-dessus, vous ne passez pas sur l'éditing du livre et vous ne passez pas sur le choix du papier, sur d'autres thèmes qu'on peut aborder et qui sont aussi importants. Mais disons, ce que j'aimerais dire, j'ai mis peut-être en priorité, c'est l'aspect vente du livre. Hein, c'est quand même le nerf de la guerre de se dire c'est faisable de faire un livre à partir du moment où vous en vendez un certain nombre d'exemplaires, sachant que plus vous en vendez, moins le coût unitaire du livre est important. Donc il faut quand même essayer d'en imprimer pas mal, quoi. Voilà. Tu en as imprimé 1000, hein, toi. Ouais, j'en ai imprimé 1000. Bon, c'était plus que mon objectif au départ, quoi, hein, sachant que je crois, par exemple, je sais pas, tu as certainement aussi, bien sûr, un avis, tu es plus expérimenté que moi sur l'auto-édition, mais je pense qu'il faut en imprimer au minimum 500 pour qu'un projet, disons, ça dépend après de votre projet de livre, mais on pourrait parler du livre, de la qualité, mais il faut en imprimer plus de 500. Donc mon objectif de départ, c'était quand même d'arriver à 500, quoi, hein. Donc après, à la fin, j'ai hésité entre 800 et 1000, sachant qu'actuellement, j'en ai vendu 700, donc un peu plus de 700. Donc je suis largement dans mes objectifs. Il m'en reste 300, sachant que je vais exposer sur les 3 prochaines années. Et puis, donc, après, il y a eu la période aussi de pandémie là, qui a fait qu'il y a eu moins d'expos. Montier en particulier a été annulé. Je pensais quand même en vendre pas mal à Montier. Donc, la programmation de Montier est reportée. Donc, voilà, il y a des expos l'an prochain, il y a des salons du livre, il y a des choses auxquelles je compte participer. Donc, d'avoir 300 livres actuellement à ma disposition, je trouve que c'est bien. C'est un bon matelas pour continuer mon projet, quoi. Effectivement, je pense. C'est vrai que la moyenne, c'est à peu près 500 livres pour commencer. En dessous, ça risque de ne pas être... on risque de ne pas réussir à rentrer dans ses frais, je pense. Après, tout dépend de l'objectif. Si c'est pour faire un livre un peu collector et limité, ça dépend vraiment du choix. Ouais. Et t'en as 300 encore à vendre. Ouais. C'est toute la difficulté, en fait, quand on auto-édite, c'est de déterminer quel est le bon nombre de livres à vendre. En faire trop, faut savoir que ça prend beaucoup de place. Donc, quand on n'est pas éditeur ou on n'a pas un entrepôt souvent, donc il faut garder tout ça à la maison. Et puis il faut les écouler. Alors, John de chez Escourbiac me disait que l'idéal c'est d'arriver à vendre ses livres en 2 ou 3 ans, que c'est la moyenne. Ouais, je pense aussi, bon, t'as raison, d'abord, ouais, le volume. Après, moi, j'ai fait un livre aussi qui, en fonction de... Je voulais essayer de faire un beau livre. Oh, c'est réussi. Non, mais un beau livre, sachant, je considère que l'appellation beau livre, vous savez, je voulais faire un livre que, quand on le prend dans la main, on se dit, ah bah tiens, c'est chouette, c'est beau, quoi. Et donc, je me rappelle le cahier des charges chez John à l'époque, quand je suis allé chez lui, j'ai dit, je veux éditer un livre, je ne sais pas encore tout à fait le thème, mais je sais qu'il devrait être, l'épaisseur devrait être supérieure à 2 cm, quoi, hein. C'était le seul cahier des charges. Mais c'est un peu une blague, mais c'était ma volonté, c'était de me dire, j'aimerais un livre qui soit assez grand, je le voulais en format paysage, hein, d'un format, là il fait un format de 25 sur 31, donc en format paysage à l'italienne, et donc je voulais aussi un beau papier. Et donc, le nombre de pages, de ce fait-là, le nombre de pages, je l'ai défini pas tant avec mon editing de photos, mais en fonction de l'épaisseur du livre. Donc le livre fait 150 pages ou quelque chose comme ça, ou 160 pages. Et donc, le départ, c'était pour avoir un livre assez épais, que quand on le prend en main, il a un certain poids, que je voulais une couverture rigide. Et donc, je voulais que les gens qui le prennent en main, et aussi, j'avais envie, j'expose quand même pas mal, et j'avais envie en expo me sentir totalement libre, c'est-à-dire que quand mon livre était sur une pile, que les gens qui feuillettent mon livre, je voulais aucune frustration par rapport à ce que les gens puissent dire, oh merde, le papier est cheap, ou l'impression est moyenne, c'est un petit livre, voilà. Je voulais que je me sente que les périodes d'expo, je les passe bien,
sans arrière-pensée par rapport à la qualité du livre, quoi. Donc c'est vrai que j'ai essayé au départ de me mettre un standard. Bien sûr, il coûte un poil plus cher. Vous cherchez une couverture rigide, un beau papier. Et donc, vous faites un peu moins de marge sur le livre à partir du moment où vous avez un cahier des charges qui est un peu plus demandeur par rapport à ça, quoi. Parce que dans un premier livre, c'est souvent un parcours semé d'embûches, avec des problèmes qu'on résout les uns après les autres. Ouais. Alors il y en a eu beaucoup. J'ai pas pu l'imaginer. J'aime. Bon, après, mon activité professionnelle fait que je travaille aussi pas mal en projet et j'aime. J'ai une nature un peu qui est comme ça. Je suis un passionné. Donc quand on rentre dans un projet, la passion, elle vient comme elle peut venir dans la photo, quoi, hein. Donc de démarrer un projet. Donc il faut avoir envie de travailler en projet. Et comme tu dis, il y a les choses qui viennent une après l'autre un peu, et à un moment donné, je ne considère pas qu'il y ait vraiment eu quelque chose qui a été supérieur à l'autre. L'écueil principal pour moi, c'était peut-être le tout début. C'était le jour où j'ai lancé mon crowdfunding. C'était de me dire, à un moment donné, si tu lances le crowdfunding et que tu as, à la fin de la journée, 3 ventes de livres, tu remballes tout et tu mets dans ton tiroir. Et donc, c'était peut-être la période où le moment où j'ai eu le dimanche matin, quand je l'ai lancé, le plus de stress, de se dire, est-ce que vraiment j'aurais de quoi, hein. Donc, entre guillemets, j'avais préparé le terrain, j'avais quand même essayé de contacter aussi des amis, ainsi de suite, pour participer. Mais il y a ce stress de se dire, je le ferai ou je le ferai pas, le livre, et on a envie de le faire, quoi, hein. Donc, ce moment-là... vous avez un petit peu de stress qui monte à se dire, est-ce que les gens seront derrière, quoi, hein. Après, il y a la partie editing, hein, de trouver la série de photos qui va bien ensemble, hein. Ça, c'est aussi... c'est pas simple, hein. J'avais, comme je voulais un livre qui fasse son épaisseur, j'avais un nombre de pages, quoi, hein, et il fallait que entre guillemets, c'est un peu con de dire ça, mais il fallait que je les remplisse aussi, les pages. J'ai 160 pages, c'est pas mal de pages, quoi, hein. Ça représente environ 130 photos à peu près. Et donc 130 photos, si vous voulez, bien sûr j'en ai des milliers, mais si vous voulez rester sur un livre cohérent qui vous dise la vie est belle, il faut savoir barrer des photos, quoi, hein, même des photos que vous adorez. Peut-être ma photo préférée, par exemple, n'est pas dans le livre, quoi, hein, c'est peut-être pour un suivant, quoi, hein, ou parmi mes photos préférées, il y en a certaines qui ne sont pas dans le livre. Et au départ, vous avez envie un peu de les placer, quoi. Après, je ne voulais pas mettre des noirs et blancs dans le livre, quoi, voilà. Mais vous avez envie de placer des photos, et là, c'est là où vraiment j'ai apprécié aussi le soutien d'Escourbiac et de John, hein, qui m'a été un peu virulent à un moment donné, de dire, celle-là tu la mettras pas dedans, quoi, hein. Celle-là elle a rien à faire dedans. En fait, ton imprimeur est ton éditeur, un petit peu. Ouais, un peu, ouais. À un moment donné, ouais. Après vous restez, il y a quand même peut-être dans le livre une dizaine de photos où, quand je prends l'Afghane aux yeux verts, le monde indien aux yeux verts, est-ce que la vie est belle, oui, son histoire et le contact, le chai que j'ai bu avec là, et je dis aussi, un aparté, c'est la vie est belle, c'est le thème du livre, où quelque part il faut que les images vous créent des émotions, des sourires, des rires, vous emmènent un peu dans la vie de ces gens. Après, je dis aussi souvent, la vie est belle à Kanyakumari, pour moi, hein, c'est aussi ce thème-là, peut-être, hein, de se dire, pour moi, où c'est que la vie était belle en voyage, hein. Donc ça, c'est un côté un peu plus personnel, quoi, hein, mais par exemple, la vie était belle avec cette rencontre de cette petite indienne aux yeux verts, quoi. Même si la photo, en soi, elle me sourit pas vraiment, et elle est plus jolie, cette photo, quand elle me sourit pas, quand elle a un regard assez neutre, quoi, hein, que si elle souriait. Mais j'ai un Péruvien, par exemple, qui je veux dire, c'est pas une photo systématiquement la vie est belle, mais j'avais envie de la trouver dedans, quoi, hein. Donc je considère que j'ai une dizaine de photos comme ça qui étaient des incontournables, où j'ai voulu à tout prix les mettre dedans, et je trouve que c'est bien d'avoir fait un choix comme ça, mais 80% du livre,
ou des photos du livre restent quand même sur ce thème de La vie est belle. Imaginons que je te donne budget illimité, 0 contrainte. Il fait combien de pages ton livre ? Il fait 10 pages de moins. 10 pages de moins ? Tu en enlèves ? Ouais, j'en enlève. Ah, tiens, mais... ouais. Je pensais que t'allais dire j'en rajoute. Non, je considère que... je trouve que il fait... Mais j'ai un doute, il fait 160 pages, mon livre. Ouais, il fait 160 pages, 130 photos, c'est déjà pas mal, quoi. Hein. Et j'ai pas de doublons comme ça. Hein. Et c'est presque c'est presque un... Je dis pas qu'on trouve pas son rythme en lisant le livre, mais du fait qu'on se balade d'un pays vers l'autre et que j'ai essayé de pas du tout mettre de doublons ou de séries de photos. Si je prends Haroun Zaya, peut-être 2 photos, la petite mongole, mais la petite indienne, il y a une photo, quoi. Hein. Donc systématiquement, il n'y a qu'une seule photo. Et donc si on est quand même sur ce thème de chercher des rires et des sourires, non, je reste sur cette page-là, sur ce nombre de pages. Et d'autre part, je trouve qu'à un moment donné, il ne faut pas lasser les gens non plus, malgré que ce n'est pas un livre c'est pas comme un roman qu'on prend du début et on va à la fin. C'est un livre qu'on pose sur son... j'ai l'espoir et j'ai des retours comme ça, quoi, hein, qu'on pose sur sa table de salon, quoi, et le soir, quand on rentre du boulot, qu'on s'assoit et qu'on écoute sa musique. Je dis pas qu'on allume sa télé, mais qu'on écoute sa musique. On prend le livre et on le prend pas à la première page, on le prend à la page 67. Hein, et à la page 67, il y a la petite indienne de Kanyakumari, quoi, mais on le prend à une page quelconque et on feuillette une dizaine de pages. Et puis voilà, quoi, hein, c'est un livre à mon sens, qui se lit de cette manière-là, quoi, hein. Ou alors on va au lexique derrière et puis on regarde un peu l'histoire des photos, quoi. Mais c'est pour ça que je trouve que plus de pages, ça aurait pas été bien. En plus, il aurait été trop lourd. Il faut penser aux frais d'expédition. Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai, on n'y pense pas. Moi, souvent, on me pose la question, mais les frais d'expédition, ils sont très élevés. On peut faire quelque chose ? Je dis, bah non, le livre, il fait plus d'1 kilo. Ouais, mon livre, il fait 1 kilo 3 ou quelque chose comme ça. Et quand je mets 2 livres dans un envoi, les gens qui me connaissent et qui m'en commandent 2, bah, j'arrive quand même à un paquet qui fait 6 cm d'épais et qui fait quasiment 3 kilos, quoi, hein. Et quand un colis de 3 kilos tombe de 2 mètres d'un camion, ben, il s'abîme aussi, hein. C'est-à-dire que vous avez beau, moi j'ai soigné mon emballage, quoi, mais là ça commence à faire juste, hein. J'ai eu un seul colis dans ce sens-là où ça a été cassé, mais quand je les apporte et que vous donnez un colis de 3 kilos, des fois le Mondial Relais où je l'emmène, il me dit « Oh purée, ça a son poids, quoi, hein. » Donc c'est vrai que ça commence à faire du poids, quoi. Tu utilises quel transporteur ? Mondial Relais ? Ouais, j'utilise Mondial Relais, mais c'est toi qui m'a aussi un peu orienté via Boxtal. Ouais, Boxtal. Ouais. Ouais, là on commence à être technique, mais c'est une partie importante parce que j'ai rien contre la poste française, mais j'aurais quelques anecdotes, hein. Le postier chez nous, là, dans le village du coin, c'est un gars admirable, quoi, hein, parce qu'il a une queue de 15 personnes par jour et il reste imperturbable, quoi, hein. Et quand j'ai été lui ramener un jour tout ce que j'envoie à l'étranger, donc j'en ai envoyé 25 à peu près, donc à l'étranger, j'en ai envoyé un au Cambodge, mais bon, souvent en Belgique et ainsi de suite. Et il y a la Poste française qui a un contrat actuellement pour promouvoir la culture française. Et donc, on a un tarif hyper préférentiel. Le tarif livre et brochure qui fait 6 ou 7 euros, je crois. Même pas, c'est pour la Belgique, c'est 4 euros ou quelque chose comme ça, quoi, hein. Donc, pour moi, c'est moins cher d'envoyer à Bruxelles que d'envoyer à Blotzheim, qui est le village d'à côté. Et tu l'as utilisé, ce tarif ? Tu l'as fait ? Ouais. Alors, les livres sont arrivés ? Ouais, ceux à l'étranger, ils sont tous arrivés. Donc, c'est le seul, je n'ai envoyé un à La Réunion. Et donc la Réunion, c'est pas à l'étranger, pardon. Mais j'en ai envoyé à La Réunion qui est arrivé abîmé.
Mais autrement, ils sont tous arrivés. Il y en a un qui est arrivé 1 mois après, quoi. Parce que donc j'en ai envoyé 2 à Bruxelles, par exemple. Et il y en a un qui est arrivé en 5 jours et l'autre qui a mis 1 mois pour arriver. Donc celui-ci. Et le problème, c'est que ce tarif-là, en fin de compte, vous pouvez même pas avoir de suivi, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Donc c'est un peu ce qui est gênant. Bon, après, vous envoyez ça à des gens qui sont... la majorité des gens sont honnêtes, quoi. Hein. Donc quand ils reçoivent le livre, ils vont pas râler de dire qu'ils l'ont pas reçu. Donc, par contre, vous n'avez aucun suivi. Et dans des périodes actuellement, comme des périodes de fête et ainsi de suite, il y a quand même un bouquin, il est rapidement peut-être égaré. Et vu donc, le nombre de colis, forcément, il va y avoir des pertes, des erreurs. Donc là, par exemple, je vais en envoyer un au Cambodge. Après, là ça me titille. Une femme du Cambodge qui voudrait mon livre depuis un moment. Puis là, je me dis, mince, je vais lui envoyer. Après, je peux très bien lui donner le choix, hein, de lui envoyer à plein tarif ou alors de lui envoyer avec ce tarif-là, hein, ce qui fait 6 €, hein, je crois, pour envoyer un bouquin au Cambodge. Hein. Donc, c'est un tarif qui est quand même hyper intéressant. Mais ce que je voulais dire, c'est que je suis allé, donc, mon rapport à la Poste, donc j'envoie par Boxtal Mondial Relais. Hein, on peut parler de Boxtal Mondial Relais, mais là, juste pour parler de la Poste et pour donner les griefs, pourquoi que c'est pas spécialement intéressant, il y a un coût qui est plus cher d'abord d'envoyer par la Poste que par Mondial Relais. C'est pas énorme, mais c'est un peu moins cher par Mondial Relais. L'autre truc, c'est que je me retrouvais, un jour je suis venu avec 20 bouquins pour envoyer à la Poste. Hein, quand je vais avec 20 bouquins à mon point de livraison Mondial Relais, je vous jure, je sors en 3 minutes. Hein, c'est-à-dire que la personne, elle scanne les 20 bouquins et elle les scanne en 3 minutes. Hein, et en 3 minutes, je sors. À la Poste, pour envoyer donc 20 livres, hein, il a fallu, j'occupe le guichet pendant 25 minutes, quoi, ou 20 minutes, quoi, et donc vous vous retrouvez avec une file derrière de 20 personnes, quoi. Et après, tout le monde déteste Sylvain dans le village. Ouais, alors donc au postier, je me rappelle, je lui ai dit discrètement, je lui ai dit si vous voulez en faire passer 5-6, là vous pouvez. Il m'a dit non, une fois que je suis parti dans un truc, j'y reste, quoi. Donc vous passez 20 minutes pour 20 bouquins, j'ai envoyé quoi, 120 livres, quoi. Hein, donc je me suis quand même évité pas mal d'attentes à la Poste, hein, en passant par le système Boxtal Mondial Relais. L'intérêt de Boxtal aussi, donc c'est un intermédiaire qui a négocié des prix de livraison avec des UPS, des Mondial Relais, la Poste et ainsi de suite, hein, et qui vous propose donc plus ou moins les prix les plus bas, où vous avez le choix, hein, vous choisissez votre prestataire d'envoi. Et ce qui est super intéressant par Boxtal, c'est que vous avez un suivi qui est très, très ouvert ou très facile à suivre sur votre PC, quoi, hein. Vous regardez ça, vous voyez rapidement où se trouve votre livre. Et par Mondial Relais, maintenant j'ai le bilan, j'en ai envoyé je crois 110 ou 120 par leur intermédiaire, et en fin de compte j'en ai qu'un seul qui n'est pas arrivé, et donc qui a été perdu. Et donc vous avez moyen aussi de souscrire une assurance. Oui, avec AXA, ouais. Ouais, donc j'ai fait le pari de ne pas la souscrire. Donc je ne sais pas si le bouquin m'aurait été remboursé. Le bouquin aurait été remboursé, mais après pour un livre, moi je la prends à chaque fois, mais avec ce que tu me dis, je vais peut-être y réfléchir, parce qu'un livre sur 120, je pense qu'au final, ça, c'est le ratio, t'es gagnant quand même dans le ratio. C'est ça, moi je me suis dit, j'en ai 120 à envoyer, qu'est-ce que ça me donne ? Je peux en perdre 4, quoi, hein, ou comme ça, pour... voilà. Bon, après, c'est des petites économies, mais le prix de l'assurance, je crois que c'est 1 € par bouquin, et donc ça faisait 120 € d'assurance, et je me suis dit, bah tiens, les 120 €, je vais prendre le pari que j'en perds pas plus que 4, quoi. Et donc finalement, j'en ai perdu un autre qui a été écorné, où j'ai renvoyé ça à la personne, donc j'en ai renvoyé 2 ou 3, quoi, hein. Donc après, c'est la question à se poser, est-ce qu'on prend l'assurance ou on la prend pas, quoi. Moi j'avais pris l'option de ne pas la prendre. Alors pour expliquer un peu, Boxtal, c'est une plateforme qui permet d'envoyer via différents transporteurs, comme le disait Sylvain, et qui permet de faire le suivi de tous ces colis, quel que soit le transporteur, sur le même écran. Donc surtout au moment d'une campagne de crowdfunding, c'est vrai que c'est assez pratique de pouvoir tout suivre d'un œil.
Et Mondial Relais, pour les livres, je trouve que c'est un super choix. Moi, j'ai eu le problème avec la Poste. Alors, les livres arrivés, en général, il y avait peu de pertes, mais les livres sont quand même relativement plats. Même celui de Sylvain, par rapport à d'autres colis, 2 cm, 3 cm, ça reste plat. Et souvent, les facteurs les rentraient de force dans les boîtes aux lettres, et c'est là où j'avais beaucoup de livres abîmés. Mondial Relais, qui du coup dépose les colis dans des relais, il n'y a pas ce problème en fait. Et j'ai beaucoup moins de livres abîmés avec Mondial Relais qu'avec la Poste. Et c'est principalement le frein pour moi de la Poste, c'est quand les livres sont forcés dans les boîtes aux lettres pour les faire rentrer. Et ça, c'est terrible. J'en ai même eu un qui est arrivé. Alors moi j'ai une couverture souple sur mon livre, j'en ai un qui est arrivé plié en 2. C'est pas possible. Ouais. Un mot pour conclure, Sylvain ? Ouais, un mot pour conclure. Ce que j'aimerais dire, c'est que d'abord c'était un super projet. Hein, c'est un beau projet à mener. Moi, je suis conquis par le livre. C'est-à-dire, au début, on stresse beaucoup. On se demande effectivement, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que le livre va plaire ? Voilà, il y a plein d'interrogations. Et finalement, il y a pas mal de périodes de stress qui altèrent aussi votre jugement hein, par rapport à la réalisation. Mais quand je vois les retours, et surtout sur le thème « La vie est belle », j'ai beaucoup de gens des petits messages qui me disent merci pour le bonheur hein, des gens que je rencontre et qui... Une dame qui me dit mais ce soir j'ai qu'un plaisir hein, c'est merci pour le livre et je vais m'asseoir et je vais feuilleter le livre, je le connais déjà mais je vais prendre ce moment. Donc sur le thème et donc sur ce choix je suis content, je suis content aussi du format du livre et qu'il fasse entre guillemets beau livre quoi. Et indépendamment de la satisfaction donc, ou du choix entre l'auto-édition et de passer par un éditeur, indépendamment de tous les avantages de l'auto-édition, hein, par exemple peut-être la marge un peu supplémentaire, et encore faut les vendre les livres pour avoir un peu de marge, quoi, hein, mais la marge un peu supplémentaire de l'auto-édition, c'est si on prend plaisir à mener des projets, et je crois que si vous faites de l'auto-édition, il faut prendre plaisir à mener ces projets. Finalement, le mot il est là, c'est plaisir à la fin. Hein. C'est stressant, mais vous avez aussi la satisfaction d'avoir mené un projet. Hein, des fois, il y a la satisfaction du livre ou de l'objet. C'est comme dans la photo, hein, il y a la satisfaction de la photo et il y a aussi la satisfaction de comment vous avez pris la photo. Quoi, hein. Donc, l'autre point, c'est la satisfaction d'avoir réalisé ce projet, entre guillemets, soi-même, sur l'aide d'un escourbiac, hein, un imprimeur, et puis aussi du réseau que vous pouvez avoir. Quoi, hein. Donc ça aussi, la partie auto-édition, cette satisfaction-là, elle est importante. Ouais. Merci Sylvain. Ok, merci beaucoup Julien. Alors pour retrouver le livre de Sylvain, vous pouvez vous connecter sur collectionmiwa.com et si vous avez aimé le podcast, ça nous ferait plaisir et ça nous aiderait beaucoup. Mettez une note, 5 étoiles, c'est top. Et un commentaire, c'est encore mieux.